Très bien. Écoutez, moi je vais vous parler de quelque chose, de l'incroyable et vertigineuse ascension des anticorps monoclonaux anti-spike pour traiter le Covid-19. Alors j'avais entendu parler des anticorps monoclonaux parce que le Regeneron avait été donné à notre président Trump, mais en dehors du Regeneron, je n'avais pas beaucoup entendu parler des anticorps monoclonaux anti-spike. Et donc, je reçois ça la semaine dernière, directement sur mon mail, en me demandant, effectivement, en me disant que donc, le Bamlanivimab, dont on reparlera, est en ATU, et que donc on peut l'utiliser quand on veut. ATU, c'est pas de la recherche, hein, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser chez vos patients sous certaines conditions. Et donc on me demande effectivement comment on peut accéder à ce traitement pour un certain nombre de patients. Je tombe un peu des nues et donc je regarde un peu un certain nombre de messages de la DGS qui confirment effectivement que cet anticorps monoclonal, donc, qui est donc produit par Lilly et Lilly aux États-Unis, est indiqué pour le traitement des formes symptomatiques légères à modérées de Covid-19 chez les adultes non hospitalisés pour Covid ayant un test virologique de détection SARS-CoV positif et à risque élevé d'évolution vers une forme grave de Covid. Voilà, et donc du coup, quand même, ils mettent un petit quelque chose à la fin, l'efficacité de ce traitement et les variantes sur les variantes dites sud-africaines et brésiliennes n'est pas démontrée. C'est un petit truc qu'ils mettent après. Donc je me suis plongé sur ça. Alors qu'est-ce que c'est que les anticorps anti-spike et comment ça marche? Donc grosso modo, c'est quelque chose qui avait été imaginé il y a déjà quelques années, notamment lors du premier épisode de SARS, donc le SARS-CoV-1, et finalement qui a été mis au point finalement cette année. Le principe il est assez simple. En fait, on vient recouvrir avec un anticorps donc le binding domain de la spike. Et donc, ainsi, on bloque finalement la fixation de la spike sur le récepteur de la CE2. Et donc, comme on voit sur ce schéma, finalement, le virus ne peut plus rentrer dans la cellule. Donc, le principe, c'est ça. Et c'est basé sur ce principe, finalement, qu'on a développé des anticorps donc monoclonaux dirigés contre cette spike glycoprotéine. Alors, il y a pas mal d'anticorps monoclonaux qui sont en phase d'études. Vous voyez, des phases 1, des phases 2, des phases 3. Donc, on voit en haut le Regeneron, donc qui est là-haut, qui a une particularité. Il y a certains autres anticorps monoclonaux qui ont des particularités. Celui-là, c'est un cocktail. Il n'y a pas qu'un anticorps monoclonal, il y a deux anticorps monoclonaux dans le Regeneron, mais on voit bien effectivement qu'il y a certains produits de chez Lilly, par exemple, où il y a trois anticorps monoclonaux. Donc le principe, c'est d'aller bloquer effectivement la fixation de la spike sur le récepteur de la CO2. Voilà, donc quels sont les principaux résultats dont on dispose finalement? Parce que la question que je me suis posée, c'est qu'un médicament en ATU aussi rapidement, ça nécessite quand même qu'on ait un peu des résultats sur les quelques essais qui sont en cours. Alors ce que l'on a pour le Regeneron, donc il y a un nom, puisque ces deux donc, anticorps monoclonaux qui sont regroupés sont le Casirivimab et l'Imdevimab, donc ce sont deux anticorps qui sont regroupés dans ce produit-là. Il y a deux articles en préprint qui sont sur le site du laboratoire qui produit le médicament. Voilà, donc déjà on est un peu averti de la chose. En pré-exposition, ça préviendrait 100% des infections symptomatiques, 8 sur 223 dans le groupe placebo contre 0 sur 186 dans le groupe Regeneron. Et en traitement précoce, cela réduirait la charge virale et améliorerait la symptomatologie chez les patients ambulatoires. Et donc c'est les informations que l'on dispose pour l'instant pour ce fameux Regeneron. Celui qui est le plus avancé, c'est celui qu'on nous propose en ATU. Donc son nom d'origine, c'est le LI, donc Lilly, CoV 555, qui va s'appeler donc maintenant le Bamlanivimab. Et donc c'est une publication d'un monsieur qui s'appelle, un monsieur ou une dame, je me souviens plus qui s'appelle monsieur ou madame Chen, donc qui rapporte, c'est un essai randomisé, contrôlé, sur 467 patients qui sont quand même répartis sur 41 sites, c'est-à-dire en gros une dizaine de patients par site. Ce sont des datas donc en intérim, l'étude n'est pas terminée, et voilà ce que ça donne. Donc dans le groupe, alors il y a plusieurs choses, dans le groupe qui a reçu 3 doses différentes finalement de cet anticorps, 700 mg, 2800 mg et 7000 mg, en fait on s'aperçoit qu'il n'y a que la dose intermédiaire qui semblerait marcher en termes de diminution de la charge virale par rapport au placebo. Donc en gros, ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est vrai pour le jour 11, c'est vrai aussi pour le 3e jour, mais il n'y a pas de différence significative pour le 7e jour. Donc il y a une petite, enfin on ne s'attendrait pas à ça, si il y a quelque chose, ça devrait l'être a priori pour les 3 jours, mais apparemment, en tout cas, il y a une diminution de la charge virale qui est significative
entre placebo et l'anticorps monoclonal. Et puis, sur une échelle de score, comme il est habituel de le faire, clinique, effectivement, les patients vont mieux, plus rapidement, finalement. Je rappelle que c'est des patients ambulatoires de forme relativement simple. Hein. Les patients vont mieux, finalement, dans le groupe donc anticorps monoclonal versus placebo. Mais enfin, quand on regarde globalement cette étude, qui est pour l'instant une étude intérimaire, le gain, c'est 48 heures en moyenne sur la symptomatologie. Donc, on guérit plus vite sur la symptomatologie. Sur la charge virale, donc on voit qu'on a un gain sur la charge virale à J3 et à J11. On n'a pas d'effet sur l'hospitalisation, ni d'effet sur les décès, ni d'effet sur les réanimations. Et finalement, tout le monde va bien. Donc ça, c'est le papier. Vous verrez que c'est le seul papier qui est vraiment le papier majeur qui va supporter la TU. Il y a eu un autre papier. Ah non, on va rester sur ce papier toujours quand même sur les effets indésirables. Donc quand même sur les effets indésirables, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les anticorps monoclonaux, ça s'injecte en perfusion. D'accord ? Et donc, du coup, quand même, pour faire cet essai, on a fait un essai versus placebo. On est allé on a injecté du placebo, donc, aux patients dans cet essai. Alors, le problème, c'est que là, on retrouve quand même qu'il y a 9 problèmes sur 452 liés directement à l'injection, dont, effectivement, 2 dans le groupe placebo et 7 dans le groupe, donc, monoclonal. Et si on regarde les effets secondaires, c'est très intéressant. Dans le groupe placebo, parmi ceux que je vais vous citer, il n'y en a pas. Par contre, dans le groupe monoclonal, on est très intéressé par, des frissons, ok, il y a 5 poussées hypertensives quand même. Donc 5 poussées hypertensives, quand on balance un anticorps monoclonal qui a pour but d'inhiber la fixation du virus sur le récepteur de la CE, ça veut dire qu'il faut peut-être essayer de creuser un peu. 3 thromboses, donc directement en relation avec l'injection intraveineuse, des douleurs thoraciques, dyspepsie, insomnie, etc. Et il y a un effet grave sévère qui est relevé dans le groupe effectivement placebo et pas d'effet secondaire dans le groupe anticorps monoclonaux, je vous le cite, douleur abdominale haute. C'est l'effet indésirable sévère qui est rapporté dans ce papier pour le groupe placebo. Bon, quand même, les auteurs sont quand même, ils mettent que ça appear to accelerate donc the natural cure. Donc, pour l'instant, c'est pas vraiment quelque chose qui est extrêmement solide. Alors, il y a un autre papier qui est sorti. Alors, j'ai oublié de vous dire que le premier papier, il est payé, écrit par Eli Lilly quand même. Hein. D'accord ? C'est quelque chose qui est relativement important de signaler. D'accord ? Donc, c'est effectivement funded by Eli Lilly. Et donc, c'est écrit par Eli Lilly. Le deuxième papier, qui lui n'est pas donc subventionné par Eli Lilly et qui a été étudié le médicament chez les patients hospitalisés en association avec le remdesivir. Bon, clairement, ça ne marche pas, c'est ce qu'ils disent, mais surtout donc ça, c'est effectivement les efficacités outcomes, donc en pratique, ça ne marche pas sur les personnes qui sont donc hospitalisées avec des formes plus sévères de maladie. Et puis, une troisième chose que j'ai découvert directement sur le site de Lilly, ça c'est pas mal, parce que c'est un préprint de Lilly qui publie ça sur son site, et qui dit que le bamlanivimab est vachement bien parce que ça réduit significativement le risque de contracter donc le Covid en prévention, d'accord. Donc dans une étude qui nous disent en relation donc avec le NIH et le NID, et donc ils disent que une étude de prévention sur 900 patients avec un odds ratio à 0,43 et effectivement une p-value qui est aussi grande que ça. Ça, généralement, en études de prévention, c'est quand même assez rare de voir des choses comme ça. Donc, on verra bien. Alors, les questions et les remarques, quand même. Alors, il y a des remarques qui ont été soulevées, effectivement, sur une petite lettre donc adressée en réponse à un de ces papiers. C'est le fait que c'est quand même un peu curieux que ça marche à la dose intermédiaire, que ça ne marche pas à la dose plus basse, ça ne marche pas à la dose plus haute. Et donc, moi, je ne connais pas très bien ça, mais en pratique, les auteurs de ce papier, donc Cadaceval, dit qu'il faut faire attention et que les doses peuvent être des doses très individuelles, ce qu'ils appellent l'effet prozone, que je ne connais pas très très bien. L'autre question, c'est la durée de la protection, c'est-à-dire finalement, ces anticorps monoclonaux, combien de temps ils sont efficaces? Est-ce qu'il faut renvoyer des anticorps monoclonaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, on ne sait pas trop bien. Donc, est-ce qu'il faut relever l'injection? On ne sait pas. La voie d'administration, c'est une IV d'1 heure quand même. Hein. C'est 1 heure d'administration en IV pour les anticorps monoclonaux. 14% de complications donc,
liées aux intraveineuses avec des thromboses veineuses. Le prix, je vais vous l'annoncer tout à l'heure. Et puis, il y a deux questions quand même qui sont relativement importantes. C'est est-ce que cet anticorps monoclonal va être efficace sur les virus mutés, d'accord, et notamment le variant anglais. Donc, c'est une des questions. Et la deuxième question, c'est est-ce que le balanéluvinab peut être susceptible de sélectionner lui-même des variants, donc en traitement. Alors, sur la première question, eh bien, il y a un papier qui est en préprint là actuellement donc, sur BioRx qui effectivement rapporte que l'efficacité du binding de cet anticorps monoclonal est quasiment complètement inhibée quand on a des virus qui portent les deux mutations quand même qui sont majeures et qui sont du virus anglais, donc la 484 et la 501. Et donc c'est intéressant parce que ce même auteur avait fait un papier 15 jours avant finalement qu'il avait publié. Il avait regardé que la 501, et sur la 501, quand il n'y avait que la mutation 501, ça marchait, mais quand il y a les deux mutations 484 et 501, ben apparemment, cet anticorps monoclonal a peu de chances de marcher. Nous, on a 60% de ces virus actuellement qui sont ceux qui circulent. Et oui. Il y a 60% des virus qui circulent qui sont ceux-là. Ouais. Alors après, en regardant un peu, et ça va nous replonger dans ce que vient de dire Michel Drancourt, c'est il y a quelques patients qui ont des viral shedding prolongés, donc des infections, on va dire, chroniques, avec des durées qui sont beaucoup plus lentes que celles qui ont été longues, que celles qui ont été vues ici. Parfois, ça peut aller jusqu'à 150, 200, 300 jours. Et donc, on va revenir à travers ces papiers, simplement pour dire que finalement, chez ces gens qui ont des infections chroniques, en fait, on voit la modification génétique de ces virus. Et ça, c'est assez clair. Ça, c'est un premier papier qui avait été montré chez un patient, effectivement, donc qui avait, je me souviens plus qu'il avait un lymphome, non, un cancer et une hypogalmaglobulinémie. On voit bien effectivement que, et chez celui-là, on lui avait donné un peu de sérum de convalescent. C'était la plasmathérapie à l'époque. Et on voit effectivement qu'il y a des modifications génétiques. Et donc, il faut faire très attention. C'est ces gens qui ont ces infections chroniques, finalement, et qui ont en plus un certain nombre de médicaments, en particulier, ça a été montré pour le plasma convalescent. Ici, c'est un autre papier qui n'avait pas été au départ fait pour ça, mais qui parle aussi d'un patient, lui, qui avait un cancer ou un lymphome, je ne me souviens plus dans les détails. Et on voit très bien ici donc la persistance donc de la charge virale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé ici les virus donc isolés à partir des crachats, qui sont représentés là. On voit effectivement les variabilités finalement de ces génétiques de ces virus au cours du temps. Donc, ce qui est quelque chose qui est important à prendre en compte chez ces gens-là qui sont donc chroniquement infectés, on va dire, ou de façon prolongée. Et ça, c'est le papier qui a été soulevé tout à l'heure, qui est le papier dans lequel, effectivement, c'était un patient qui avait un lymphome, si je me souviens, un syndrome sévère des antiphospholipides, qui était traité par corticoïdes, endoxan, rituximab, eculizumab, et qui a eu un Covid. Et chez ce patient, il a eu plusieurs lignes thérapeutiques en raison de sa persistance de son Covid, du remdesivir à J5, du remdesivir à J72, du remdesivir à J105, puis des immunoglobulines IV, et puis finalement le Regeneron donc à J143, et on voit effectivement les modifications progressives de son génome avec l'apparition à la fin effectivement de la mutation Y sur la 501. Donc c'est des choses pour lesquelles vraiment il faut se méfier, donc il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment faire très attention. Voilà, et là il y a un papier qui vient juste de sortir aussi sur l'évolution du SARS-CoV donc durant les infections chroniques. Et en fait, eux, ils disent que le plasma de convalescence, ça pousse effectivement aux mutations, et donc ils alertent effectivement à faire extrêmement attention à ces plasmas convalescents chez ces patients qui sont chroniquement infectés. Voilà, et puis il y en a d'autres, il y a plein de papiers maintenant qui commencent à sortir sur ces gens qui ont des infections chroniques et sur le risque des traitements sur ces infections chroniques. Alors, on est quand même un peu surpris de cet ATU du 22 février 2021 finalement. Alors, on sait que le médicament il a été autorisé en ATU aux États-Unis aussi il y a quelques temps.
on peut se poser sur quelle base scientifique finalement repose l'ATU donnée au bamlanivimab par la NSM. Quels sont les bénéfices et les risques attendus du traitement? Les bénéfices, ce sont ceux qui ont été rapportés par les laboratoires Lilly sur leur site web ou dans un seul essai, certes randomisé, 467 personnes, inclus dans 41 sites, publiés dans le réputé New England Journal of Medicine, écrit et promu par Eli Lilly, et qui raccourcit la période de portage du virus de 48 heures et diminue la symptomatologie. C'est la seule, finalement, support, et d'ailleurs très bien dans le document d'ATU, ils mettent effectivement que le document d'ATU est supporté par ce papier de chaîne, donc c'est la seule chose qui supporte ce document d'ATU. Quels sont les risques? Les risques ils sont non identifiés à cette heure. L'efficacité sur le virus anglais et sud-africain majoritaire dans de nombreux pays, et en particulier à Marseille, effectivement, est peu probable, en fait. Il est vraiment peu probable. La capacité à sélectionner les virus, ainsi de devenir au mieux inefficace, au pire à l'origine de nouveaux mutants, dans une population infectée chronique propice à l'émission de variants, parce qu'en fait, on demande à ce que les patients chroniquement infectés, finalement, bénéficient prioritairement de ce monoclonal. Ça, on ne sait pas. L'efficacité à moyen et long terme, faudra-t-il un boost pour ces patients? Avec quelle fréquence? On ne sait pas. La fréquence des effets indésirables à l'injection. L'hypertension artérielle pose une question, quand même, c'est vraiment une vraie question. Moi, j'ai jamais vu de médicament qui donne des hypertensions artérielles comme ça. Enfin, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut vraiment se poser la question. Bon, pour le coût du traitement, alors, donné à titre gracieux pour l'instant par la philanthrope Eli Lilly, d'accord, mais bien entendu, le prix est fixé aux États-Unis, $1 200 l'injection, ce qui est à peu près 1 000 euros pour nous. Voilà, alors juste une question, peut-on imaginer que la balance bénéfice-risque-coût soit plus élevée que pour la chloroquine, l'ivermectine, la vitamine D, pour lesquelles la NSM a refusé un RTU? Voilà, celui-là je l'aime bien. Si vous avez un problème avec le balanémia, appelez le numéro d'urgence.